Bonjour et bienvenue aux infos TCBH de la semaine du 22 novembre 2023. Voici les sujets de la semaine. La visite du maire de Trois-Pistoles, M. Philippe Guilbert, un échange étudiant, le café chaud de Mme Chantal Fleury, une entrevue avec Mme Geneviève Deschênes de La Pluie. Pour commencer, nous aurons le privilège d'avoir une chronique avec le maire de Trois-Pistoles, M. Philippe Guilbert, et ce, à tous les mois, suivant la réunion du conseil de ville. Voici celle du mois de novembre. Bonjour, gens des Basques et des environs. Je vous présente le maire de Trois-Pistoles, M. Philippe Guilbert. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Oui, bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Bon, on va commencer avec... il y a eu une séance du conseil hier soir. Là, j'aimerais ça revenir un peu sur le rapport du maire. Qu'est-ce que vous avez déposé hier à la séance du conseil? Oui, en fait, à chaque année, avant le dépôt, avant l'adoption du budget, il y a le rapport du maire sur les états financiers. Là, on a déposé les états financiers à une séance extraordinaire la semaine passée. Donc, les états financiers de 2022. Somme toute, la situation est très bonne. On a un surplus d'opérations qui est un petit peu moins élevé qu'en 2021, pour l'année 2022, évidemment. Les dettes à long terme sont réduites un petit peu. Ça fait que, somme toute, ça va assez bien. Là, on a un peu moins de dettes, en gros, puis on a un petit peu moins de surplus, mais tout va bien. On a un surplus d'opérations en 2022 de un peu plus de 600 000 $. Donc, ça va assez bien. On a de l'argent dans les coffres. On va pouvoir avoir assez de marge pour faire des projets en 2024. En 2024, fait que c'est ce qui contenait en grosso modo le rapport du maire. Oui. Parfait. On va continuer avec un point à l'ordre du jour, l'acceptation de la soumission du système de communication automatisé. C'est sûr que j'ai un peu compris en discutant avec vous tout à l'heure que ça a un peu rapport avec le problème d'eau qu'on a eu. Oui, exact. Ben, en fait, au mois d'août, on se rappelle, on avait eu un problème d'eau qui était... En fait, pourquoi on va avec ce système-là d'appel, en fait, parce que ça va être on fait affaire avec une firme qui va nous permettre de pouvoir appeler les gens chez eux en cas d'urgence. Si on veut, on va vraiment l'utiliser en cas d'urgence. On ne va pas l'utiliser pour des raisons plus banales, là, mais ça, c'était vraiment un cas de force majeure. On a eu surtout un enjeu de communication à ce moment-là en plus. Donc, là, on veut essayer de rejoindre les gens le plus possible. On a un enjeu par rapport à ça parce qu'il y a tellement de façons de rejoindre les gens. C'est difficile de trouver la meilleure façon. Ben là, en ayant un système d'appel téléphonique comme ça, ben on va pouvoir, une ou deux fois dans l'année, si ça arrive, si on a besoin, ben pouvoir communiquer avec tout le monde, le plus grand nombre de personnes possible, puis les aviser si jamais ce genre de choses-là, ça se reproduit. Évidemment, on ne veut pas que ça réarrive, mais on va être prêt si ça réarrive. Bien, vous êtes proactif sur ce sujet-là. Acceptation d'une offre de service professionnel en architecture par rapport au 66 rue du Parc, qui est le parc de l'Aventure Basque en Amérique. Oui, en fait, ben, c'est ça. On fait un bilan de santé. Il y a la phase architecture, il y a la phase ingénierie aussi. Là, donc, c'est un contrat de 21 600 pour l'architecture, de 4 500 pour l'ingénierie. Donc, c'est vraiment pour connaître l'état du bâtiment. Là, on est en processus d'engager une ressource au développement à la ville qui va principalement travailler sur ce projet-là, de mise en place d'un projet avec le pare-bol. Il y a déjà un organisme qui est formé aussi qui s'appelle l'Escale maintenant, qui regroupe évidemment la ville, la Compagnie de navigation des Basques, la Marina, la Coop Kayak et la Société Provencher. Donc, il y a un organisme qui est créé maintenant. Là, on va avoir une ressource qui va s'occuper du projet. Puis, on va aller de l'avant avec un bilan de santé parce qu'on va devoir avoir les informations sur comment... C'est quoi l'état du bâtiment? Bon, afin de connaître l'état du bâtiment, est-ce qu'il y a un comité mis sur place pour savoir qu'est-ce que vous allez faire prochainement avec le parc de l'Aventure Basque ou c'est vraiment le rapport qui va décider? Avez-vous une petite idée? Ou? Bien, c'est sûr que pour l'état du bâtiment, justement, on veut avoir cet outil-là entre les mains, mais ça va vraiment être une collaboration entre la ressource que la ville va engager puis l'organisme qui a été créé tout récemment, là, c'est ça, qui vont travailler ensemble pour développer le projet. C'est une espèce d'idée de carrefour maritime, si on veut, là, de vraiment valoriser l'espace près du quai,
l'esprit maritime de Trois-Pistoles aussi, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en valeur, les activités sportives, le plein air, etc. C'est vraiment tous ces aspects-là qu'on veut mettre en valeur. Puis en fait, là, notre ressource au développement, son mandat, va être de trouver la façon de mettre tout ça en place avec les acteurs qui sont déjà engagés dans le projet. Par la suite, il y a l'acceptation d'une offre de services professionnels, le rapport de caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Il y a des bâtiments à Trois-Pistoles qui contiennent encore de l'amiante? En fait, ça, c'est spécifiquement pour le projet de réaménagement de l'hôtel de ville. C'est une évaluation que ça nous prend pour aller de l'avant avec la suite des rénovations. En fait, pour commencer les travaux, ça va nous prendre une caractérisation comme celle-là. On l'a demandé en accéléré là, parce qu'on veut commencer les travaux le plus vite possible. Donc, ça va être fait sous peu, mais on avait besoin de faire ça. C'est une étape qui était nécessaire. Il y a la nomination d'un comité solidaire, la famille MADA. Oui, c'est la municipalité amie des aînés, avec le comité de la famille, de la ville aussi, et puis l'initiative Voisins solidaires qui est portée principalement par la MRC. En fait, nous, on va former un comité. On avait déjà un comité de la famille à la ville avec des élus, des conseillers, dont moi-même, Claudia et Éric aussi qui siègent sur ce comité-là, avec évidemment notre directrice des loisirs, Geneviève. Dans le fond, là, on va jumeler à ce comité-là, on va greffer toute la démarche Voisins solidaires, puis MADA. À ça, il va y avoir des citoyens et citoyennes qui vont siéger sur ce comité-là aussi avec nous. Il y a aussi l'autorisation de présentation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives, plein air et divers projets, entre autres le PromTrack. Oui, en fait, on va faire 2 dépôts de projets pour le PAFIR SPA, le programme d'infrastructure de loisirs, en tout cas, des sports et plein air. Vous êtes bon. C'est déjà compliqué. Mais on va faire 2 dépôts pour ce programme-là. En fait, la piscine, on avait déjà reçu l'acceptation de la subvention pour le PAFIR, l'ancienne version qui est maintenant le PAFIR SPA. Donc, on va faire un dépôt au nouveau programme, au PAFIR SPA, parce que bon, l'enveloppe est meilleure, parce que le PAFIR n'était pas suffisant, etc. Puis essayer d'avoir la subvention, évidemment, qui est un peu plus généreuse. Et on fait une demande aussi pour tout le réaménagement de l'espace, disons, du complexe de loisirs, là, donc qui va inclure les lumières du stade de baseball, le PromTrack, le skatepark, le terrain de tennis, l'espace où maintenant c'est la patinoire l'hiver qui va être aussi les terrains de basketball et tout ça. Là, on va faire un gros réaménagement de tout ça. Fait qu'on fait une demande dans le programme, dans le PAFIR SPA pour le réaménagement. La mise à niveau des infrastructures sportives. Exact. Il y a aussi le comité consultatif de l'urbanisme qui va être mis sur pied bientôt. En fait, le CCU est déjà en place, est déjà en marche. Là. Il y a des rencontres assez fréquentes. Là, en ce moment, le problème, c'est qu'on recrute des membres parce qu'on a eu des démissions. Donc, s'il y a des gens intéressés à faire partie du comité consultatif en urbanisme, vous pouvez communiquer avec Catherine Fizet, notre greffière à la ville, qui est en charge du comité. Dans le fond, le comité, le CCU, c'est tout ce qui est relatif à l'urbanisme, les demandes, par exemple, de démolition et autres, des dérogations mineures, tout ça, ça passe par le CCU qui fait des recommandations au conseil, puis le conseil, après ça, prend les décisions s'ils acceptent ou pas les recommandations. Mais ça doit passer par le CCU. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Moi, j'ai fait un peu un survol de l'ordre du jour. En fait, non, tout est beau. Je pense qu'on a cerné les éléments principaux de l'ordre du jour. C'est sûr qu'on va vous garder avec nous pour le prochain mois. À chaque mois, ça va être récurrent. Il va y avoir des chroniques avec le maire de Trois-Pistoles. Alors, je vous remercie pour cette première chronique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Réunissant plus de 100 personnes lors de son Confé Show, j'ai rencontré Mme Chantal Fleury tout juste avant sa prestation. Me voici ici à l'école secondaire de Trois-Pistoles en compagnie de Mme Chantal Fleury, conférencière ricaneuse. En fait, c'est l'humoriste ricaneuse et conférencière, parce que je suis aussi humoriste, je suis pas juste conférencière, fait que je fais des spectacles et je fais des Confé Shows. Puis en fait, on appelle ça des Confé Shows. Je te pars ça, là. Oh oui, on appelle ça des Confé Shows parce que c'est plus drôle qu'une conférence. Ouais. C'est plus inspirant qu'un spectacle d'humour, mais c'est vraiment des genres de conférences avec des numéros d'humour dedans.
Ça, j'en ai plusieurs, mais j'ai aussi des spectacles d'humour que là, il n'y a pas de thème particulier, que c'est juste on a le soir, on s'amuse puis on rit. À travers votre confé show, vous voulez quand même passer un message. Bien, celle que je fais ici ce soir à Trois-Pistoles, puis que j'ai faite toute la semaine parce que c'est la semaine des proches aidants, cette confé show-là s'appelle Aidante naturelle, il n'y a rien de naturel là-dedans. Puis en fait, oui, c'est ça. C'est déjà drôle en partant. Oui, c'est ça. Puis en fait, ça s'appelle comme ça parce que je me suis rendu compte, moi j'ai été proche aidante, puis je me suis rendu compte que, mon Dieu, qu'on apprend les affaires à mesure. Et moi, ça fait quand même plusieurs années, fait que la proche aidante, c'était moins, comment je pourrais bien dire ça, c'était moins, on en parlait moins dans les médias, on en parlait moins généralement. Depuis la pandémie, hein? Ouais. On en parlait beaucoup parce qu'ils ne pouvaient pas aller aider les gens. Oui, c'est ça, effectivement. Puis moi, ma mère est décédée en 2011, fait que ça fait quand même plusieurs années. Puis dans ce temps-là, il y avait du support un peu, mais pas comme présentement, où c'est plus reconnu comme quelque chose que les gens font, là, vraiment. Puis de fil en aiguille, vous êtes native de quelle région? De fil en aiguille, je suis, je dirais de broche à tricoter. J'ai été tricotée dans les Basses-Laurentides. En fait, je viens des Basses-Laurentides, qui est au nord de Montréal. Puis, est-ce que c'est vraiment, quand vous êtes devenue proche aidante, que vous avez décidé de faire des conférences, confé show? Non, en fait, non, pas tout. En fait, moi, je faisais des spectacles d'humour. Puis, j'étais dans les salles de spectacle. J'en faisais beaucoup. Mais d'ailleurs, j'avais fait la tournée d'été du Rosec. Puis, à un moment donné, ma mère a eu un premier cancer. Et à ce moment-là, je commençais mon deuxième spectacle. Ma mère a eu son cancer, ça fait que je m'en suis occupée. J'ai étudié en technique de chimie-biologie. J'ai travaillé en recherche à l'Institut neurologique de Montréal. Et à un moment donné, j'étais allée voir un spectacle d'humour. J'ai eu le frisson. J'ai dit à mon chum, c'est ça que je veux faire. Et là, ben, j'ai décidé d'aller à l'école de l'humour. J'ai laissé ma job de représentante d'équipement de laboratoire, mon compte de dépenses dans une voiture de compagnie. Et ça, à quel âge? J'étais dans ma trentaine. Dans la trentaine? Oui. OK. J'étais déjà... C'est tout derrière, puis de faire l'école de théâtre. L'école de l'humour. De l'humour. Fait que j'étais allée là à temps plein. J'avais fait des cours de soir l'année d'avant, puis j'étais allée à temps plein. Puis donc, puis j'avais commencé avec un premier concept qui s'appelait Affaires rire, qui était en fait des pauses humoristiques pour les réunions d'affaires, parce que c'était le milieu dans lequel je venais. Puis après ça, ben j'ai eu le goût d'en faire faire de l'humour plus général, parce qu'en premier, c'était thématique comme le stress, la gestion du temps, le travail d'équipe. Vraiment pour les équipes, les gens qui étaient en vente puis dans les entreprises. Fait que là, quand j'ai commencé à en faire dans les salles, là, j'ai commencé à avoir le goût d'en faire plus, puis d'écrire des affaires qui n'étaient pas à thème. Et là, ben, j'ai commencé à faire un spectacle dans les salles de spectacle. C'est à ce moment-là que j'ai fait la tournée d'été du Rosec. Quand ma mère a eu son premier cancer, j'étais en train de pondre mon deuxième show. J'avais déjà des shows de vendus à travers la province, une dizaine de shows, ce qui est quand même assez exceptionnel parce que j'avais pas de gérant ni de producteur. Je me produisais puis je me gérais moi-même. Et finalement, quand ma mère a eu son premier cancer, je me suis rendu compte à quel point, à cette époque-là, puis c'est pas mieux maintenant, c'était pas facile dans les hôpitaux. Puis à ce moment-là, il y avait aussi aux nouvelles, il y avait des cas de maltraitance pour les personnes âgées qui avaient été frappées dans des centres puis tout ça. C'est moins pire que la pandémie qu'on a vue, mais en tout cas. Puis là, ben, je m'étais dit, ben, je vais retourner travailler à temps plein comme représentante. Puis je vais m'engager quelqu'un à temps partiel, faire booker en tout cas, céduler mes shows. Et j'ai fait ça, mais évidemment, j'ai été très prise par le travail. L'objectif de ça, en fait, c'était de m'acheter une maison pour que ma mère vienne finir ses jours chez moi si elle avait besoin, parce que quand elle a eu son cancer, elle avait 87 ans déjà. Fait que là, je m'étais dit, ben même si elle a une rémission, elle s'en va pas dans une pente montante, là, c'est sûr. Fait que j'ai pris la décision très difficile, en fait, de retourner travailler à temps plein comme représentante d'équipement de laboratoire pour pouvoir m'acheter la maison, pour que ma mère puisse finir ses jours chez moi. Puis finalement, c'est arrivé. Ma mère a recommencé à être malade à un moment donné. Le cancer est revenu. Puis là, ben, finalement, elle est venue rester chez moi. J'avais acheté la maison, puis elle est venue rester chez moi. Et donc, pour répondre à ta question, quand ma mère est décédée en 2011, j'ai pris un an à me reposer parce que j'étais à terre. Puis là, à un moment donné, j'ai fait 3 shows dans le cadre de la Journée de la femme, en fait. Puis en revenant, puis ça avait été des shows extraordinaires, puis c'était dans le nord du Québec. Puis en revenant de là, j'ai dit à mon technicien, ça serait le fun de faire quelque chose de plus que les femmes, quand elles sortent, ils ont comme un woum, tu sais. Puis j'avais passé une conférence sur, en fait, mon changement de carrière des sciences à l'humour, puis comment c'est plus difficile pour les femmes de sortir de notre zone de confort, comment on attend plus après l'approbation des autres, puis tout ça. Puis là, ben, je trouvais que c'était une bonne idée, mon technicien avec, puis j'ai travaillé ça. Puis là, ben, ça a été ma première confé show.
Ça s'appelait Oser, ça change pas la vie, mais... Puis, je faisais ça avec les centres de femmes. Puis, un centre de femmes, en fait, qui m'a dit, tu devrais écrire un livre, Chantal, là-dessus. Et j'ai sorti ce livre-là. Ben, en fait, je l'ai écrit, c'est moi qui le publie, qui l'édite, je veux dire. Et ça s'appelle Oser changer de vie, Bye Bye Boss. Mm-hmm. Et donc, j'en vends quand je fais des confés shows. Puis là, mais je suis en train d'en écrire un deuxième, en fait, sur mon expérience de proche aidance. Mais là, c'est parce que je veux mettre des cartoons dedans de moi, ma mère puis son chat. Puis je savais pas dessiner quand j'ai eu l'idée. Fait que là, j'ai appris à dessiner. Et là, je suis rendue à faire mes personnages. Ben, j'ai déjà commencé, mais là, c'est ça. Fait que c'est à peu près là que je suis rendue, mais le livre est écrit. C'est juste que je me suis réveillée un matin puis j'ai fait « Ah, ça serait bon des cartoons ». Puis je vais être « OK, il faut que j'apprenne à dessiner ». Fait que... mais c'était quelque chose que je voulais toujours faire, là. Vas-y, quelle est ta question? Quel est le nom de votre spectacle de ce soir? Ah, ben, ce soir, je fais pas un spectacle. Je fais juste la confé show. C'est aidante naturelle, il n'y a rien de naturel là-dedans. Oui. Puis, dans le fond, j'imagine que vous avez repris des bouts qui vraiment arrivaient dans votre vie pour les mettre dans votre confé show. C'est juste ça. En fait, c'est sûr que des fois, j'exagère un peu, là, mais ça reste que c'est des faits vécus, là. Mais, tu sais, c'est toutes des affaires qui sont... qui arrivent. Quand on est proche aidant, il y a des affaires qui se passent que tu t'attends pas, tu sais. Tu t'attends juste pas à faire des affaires. Ben, je vais donner un exemple. Quand ma mère était à l'hôpital, son premier cancer, une journée avant qu'elle sorte de l'hôpital, j'ai réalisé que je restais dans un appartement au 2e étage, puis que j'étais pas capable de la monter toute seule, là. Mais, tu sais, c'est des affaires quand on est proche aidant que toutes des affaires que tu apprends à mesure, tu sais. Il y a personne qui m'a dit, Chantal, oublie pas quand ta mère, elle va sortir, il faut que tu la montes au 2e, tu sais. Et là, je me rappelle encore, j'étais dans le corridor, je me suis mis à pleurer parce que là, je me suis dit, je serais jamais capable de la monter, même si ça pesait 72 livres. Là, j'ai appelé mon ex, puis là, je pleurais, tu sais. Puis là, il dit, ta mère, est-tu décédée? Je dis, non, non. Fait que là, finalement, il est venu m'aider et il l'a pris dans ses bras puis il l'a monté au 2e. Mais aussi niaiseux que ça, tu sais, c'est vraiment... Je pense que c'est ça qui fait le succès de votre confé show. Vous avez pris des choses qui s'étaient arrivées réellement en les transformant en moments cocasses. Puis en même temps, ben ça fait du bon stock, comme on dit. Oui, mais là, ça fait une très belle confé show. J'ai vu les commentaires, ils sont très bons. Elles m'ont pris beaucoup. Puis je pense que ça leur fait du bien aussi. Oui, ben il y a des affaires qui sont très touchantes aussi, parce que je parle, tu sais, à un moment donné, ma mère m'a traité de voleuse. Fait que ça aussi, il y a bien des proches aidants qui vivent ça, c'est difficile. Puis, je parle aussi, tu sais, à un moment donné, j'arrive à la maison quand ma mère est venue chez moi en convalescence de son premier cancer. Là, je savais pas, tu sais, on n'a pas le piton à la maison pour qu'elle sonne. Là, je savais pas quoi lui donner. Moi, il n'y a pas personne qui m'a dit, achète-toi une petite clochette, là. Fait que la seule affaire que j'avais, c'était... Fait que moi, j'ai donné ça à ma mère. Fait que là, il y a un numéro là-dessus que je vous dévoilerai pas. Non, c'est mais il y a une série d'affaires qui se passent quand elle a poêté en plein milieu de la nuit. J'ai eu très peur, mais il y a son chat qui était là, que lui, il a eu encore plus peur. Et là, je raconte ça. Et là, il y a un petit peu d'exagération. Oui, mais ça part quand même du fait que quand tu es proche aidant, tu penses pas à tout. Tu sais, tu peux pas, mais c'est pour ça que j'écris le livre d'ailleurs. C'est parce que dans le livre, je parle de toutes ces affaires-là. Même aller à l'hôpital, tu sais, tu t'attends pendant 7 heures dans un hôpital à l'urgence. Il faut que tu t'amènes de la bouffe. Tu sais, ma mère, un moment donné, on attendait, on était chez le médecin, on attendait 3 heures. On avait un jeu de cartes, on avait des revues, j'avais une glacière, on avait de la bouffe, on avait des fraises, on avait des céleris. Il y avait une madame de scène avant nous autres. Puis elle nous regardait, elle dit, vous êtes équipés. Je dis, ben, c'est pas la première fois. Puis des fois, on attend souvent longtemps. Fait que la madame a dit, j'en reviens pas comment vous êtes équipés. Mais là, je sors des pinottes, je dis, en voulez-vous? Fait que la madame, elle s'est mise à manger avec nous autres, tu sais. C'est ça des affaires, en fait, qui arrivent. Oui, c'est ça. Ça, j'en parle pas dans le confé show. Je devrais peut-être d'ailleurs, parce que c'était très drôle quand on rajouterait ça dans votre confé show. Moi, je vais pas s'asseoir. On joue au 31. Moi, ma mère, on aimait ça jouer au 31, tu sais. Ça fait qu'on joue au 31, puis c'est ça. Fait qu'on avait l'air bien équipés avec nos revues, nos mots croisés. On avait même nos petites tablettes, tu sais, des pads en bois, là, tu sais, là, fait que c'est ça. Puis la prochaine étape, là, il y a ce livre-là que vous avez écrit, puis vous êtes en train d'en écrire un autre sur votre confé show que vous faites, là. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin que la confé show. Ça va vraiment sur tout ce qui s'est passé pendant que ma mère était malade, parce que c'est sûr, en une heure, je raconte pas tout. Puis il y a des affaires qui sont assez choquantes qui se sont passées dans les hôpitaux que je raconte pas nécessairement dans la confé show. Ça dépend des endroits. Des fois, on me demande d'en faire beaucoup plus long, dépendamment c'est quoi l'événement. Donc, c'est ça. Mais
le livre, ça va être beaucoup. Puis c'est pour ça que je voulais mettre des cartoons aussi dans le livre, parce que je voulais trouver un moyen de juste rendre ça plus drôle, tu sais, en même temps, de dédramatiser, en fait, ce qui se passait. Puis ça va être aussi le rôle du chat de ma mère, en fait, qui va être un personnage en soi, là, un genre de Garfield. Bien, Chantal Fleury, pour ne pas vous voyez, vous êtes très colorée et je suis certaine que les gens vont passer une très belle soirée. Oui. Merci d'être venu nous voir au Bas-Saint-Laurent, à Trois-Pistoles. Mais j'espère que je vais revenir parce que j'ai des cafés chauds pour les bénévoles aussi. Je peux revenir pour les bénévoles. Oui, j'en ai 2 pour les bénévoles, puis j'en ai écrit d'autres pour les proches aidants aussi, qui vont être sur la bientraitance. Puis pour les bénévoles, c'est bénévolat et dépassement de soi, puis j'en ai pour les femmes. Donc, j'ai quand même 8 cafés chauds, puis 5 différents spectacles. Je suis en train d'en écrire un nouveau que j'ai commencé l'année passée, qui s'appelle Un road trip, ça relaxe. Pas tant. Non, pas tant. Pas tant. Je suis partie à Terre-Neuve avec mon frère et sa femme en motorisé. Puis c'est ça, j'avais oublié que j'avais peur de l'eau. Traverser pendant 7 heures, c'était pas facile. C'était pas facile. Fait que merci beaucoup, Véronique. Ben, merci, ça me fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci. J'ai rencontré 2 élèves de secondaire 4 de l'école secondaire de Trois-Pistoles pour nous parler de leur échange étudiant qui aura lieu prochainement. Bonjour madame, ça va bien? Oui. Bon, je pourrais dire même la professeure d'anglais? Oui, effectivement. Donc, pourquoi que je suis avec vous aujourd'hui? Je suis ici pour présenter notre projet qui est l'échange étudiant 2024, version 2024. C'est la 5e édition d'un échange linguistique et culturel. C'est la 5e fois que j'organise ça pour les élèves. C'est l'organisme Expérience Canada qui jumelle 2 écoles en tenant compte de l'âge puis des préférences du voyage, le but de l'objectif pédagogique de l'échange. Et nous, cette fois-ci, on a eu la chance d'être jumelés avec Nelson au BC. Alors, cette année, on va recevoir 23 élèves de Nelson dans la semaine du 7 au 14 février. Et nous, on va chez eux. 21 élèves de notre école vont aller chez eux du 7 au 14 mars. C'est la première fois qu'on prend une semaine de relâche, une partie de la semaine de relâche, puis c'est vraiment pour diminuer le manque de cours par les élèves et aussi diminuer les coûts parce que comprendre que quand on part 2 enseignants pendant 2 semaines, bien, ça coûte des sous point de vue suppléance. Alors, cette fois-ci, on a vraiment pris une partie dans la semaine de relâche, puis aussi, on a tenu compte des journées pédagogiques, comme ça les élèves ne manquent pas beaucoup de cours. Puis, ça fait combien d'années que vous organisez cette expérience-là? C'est la 5e édition, mais la première fois que j'ai organisé ça, c'était en 2004. Si je ne me trompe pas. En 2004, la première fois, on a été jumelés avec West Vancouver. Par la suite, on avait été jumelés quelques années plus tard avec Saskatchewan, avec Humboldt en Saskatchewan. Et en 2018 et quelques années avant, 2 fois, on est allé à North Vancouver. Et cette fois-ci, on est à Nelson, au BC aussi, mais plus dans les montagnes. Donc, les élèves vont partir d'ici, ils vont aller passer un avant-midi à l'école et l'après-midi, avoir des activités organisées là-bas? En fait, dans notre semaine d'accueil ici, sur toute la semaine, les élèves de là-bas vont venir une demi-journée dans la classe, mais le restant de la semaine, on leur fait voir le Québec, notre coin, nous autres, notre culture, notre langue, à travers diverses activités. Des visites à Québec, par exemple, on va aller voir le carnaval, on va profiter de Village Vacances Valcartier, bien sûr, pour aller glisser. À Rimouski aussi, on va aller voir Ricky Block, on va faire de l'escalade, on va aller au Parc du Bic, on va aller au Mont-Saint-Mathieu, on va faire de la raquette, on va avoir une visite d'une érablière, toutes les activités typiquement québécoises, et tout ça dans une semaine. On fait un rallye à travers Trois-Pistoles pour faire connaître la ville, etc., etc. Et tout ça en français. Et quand on va aller là-bas, dès qu'on rentre dans l'autobus ici pour partir à l'aéroport, on change de langue, tout va être en anglais. Puis là-bas, ben aussi, on va avoir une demi-journée d'école et toute plein d'activités pour connaître leur vie de là-bas.
Bien sûr, le billet est payé par une partie par le programme, Ouais. mais les élèves qu'on va rencontrer tout à l'heure dans notre entrevue là, pour faire la poursuite de celle-ci, ils vont faire diverses activités pour payer le restant, comme le voyage, Oui. le voyage là-bas, parce que quand même aussi, au niveau de la bouffe, la restauration, les Exactement. activités qu'ils vont faire là-bas, ça coûte des sous. Nous, on est obligés, on est responsable de tout ce qui est payé pour toute la gang de 48 ici. Toutes les activités, la bouffe, les restos, les voyages ici dans le coin, tout ça, on doit payer ça ici. Et dans tout le budget que les élèves doivent ramasser aussi, il y a bien sûr la suppléance des enseignants. Et dans le passé, les autres éditions, les élèves, ça a toujours coûté 0. Les élèves ont toujours ramassé des commandites, fait des activités. Puis il faut dire qu'on a un coin qui est vraiment derrière nos jeunes parce qu'on ramasse des commandites. Puis le monde est vraiment généreux. Mais il y a 5 ans, les prix n'étaient pas pareils. Cette fois-ci, on doit quasiment ramasser le double. Après pandémie, tous les prix ont augmenté, surtout pour la bouffe, le transport, le gaz, tout a augmenté. Et les activités aussi. Donc, les élèves, cette fois-ci, doivent ramasser le double et les entreprises, c'est pas nécessairement facile en ce moment de donner des commandites, mais j'étais vraiment agréablement surprise par la réponse de notre communauté qui ont vraiment donné énormément aux jeunes qui sont allés les voir. Alors, on va les rencontrer tout à l'heure, nos jeunes. Oui. En attendant, je vous dis see you later. See you later! Nous voici ici à l'école secondaire de Trois-Pistoles, à la bibliothèque anglophone, on pourrait dire ça, oui. Émile. Donc, ton nom, c'est Émile Archambault, tu es en secondaire 4, exactement. Ici à l'école. Tu as décidé de participer à un échange étudiant qui va avoir lieu à Vancouver, pas à Vancouver, plutôt à Nelson, en Colombie-Britannique. Exactement. Est-ce que tu as hâte d'y aller? Oui, ça va être une aventure vraiment cool, je pense. Dans la Colombie-Britannique. Tu vas faire découvrir le paysage du Québec à Exactement. Vous allez accueillir des étudiants au mois de février, anglophones de l'école là-bas. Puis toi, tu vas aller passer une semaine également, toi aussi, au mois de mars, pour apprendre l'anglais. Puis tu vas être complètement en immersion anglaise, on pourrait dire ça. Oui, exactement. Tu vas passer l'avant-midi à l'école là-bas, dans les cours, comme si tu serais un vrai étudiant anglophone. Oui. Puis, par la suite, vous allez faire des activités là-bas. C'est ça. Le reste de la semaine, on va être en activité. Les activités, on les sait pas encore. On va le savoir peut-être un jour. Mais c'est sûr que rendu là-bas, on va le savoir. Ça va peut-être être une surprise. Est-ce que c'est ton premier voyage dans l'Ouest canadien? Oui. Oui? Donc, vous allez partir d'ici en autobus jusqu'à l'aéroport. Par la suite, vous allez prendre l'avion. C'est ça. Pour se rendre là-bas. Est-ce que tu sais avec qui tu vas être jumelé? On le sait pas encore. Ça va être ça aussi une surprise, mais on devrait le savoir dans pas trop longtemps. Puis, en fait, c'est les élèves de là-bas qui choisissent avec qui ils veulent se jumeler. Fait que nous, on a fait des fiches de qui on représente, puis on leur a envoyé, puis c'est eux qui décident avec qui ils veulent jumeler. Évidemment, c'était en français que vous avez écrit aux élèves là-bas, pour qu'eux autres puissent apprendre l'anglais. Pas l'anglais, mais le français. Qu'est-ce que tu as hâte le plus? Qu'est-ce que tu t'attends le plus là-bas? Ben moi, en fait, c'est vraiment découvrir le pays, puis m'améliorer en anglais. T'améliorer en anglais. Ouais. Aussi, tu vas vraiment vivre avec une famille anglophone. Ça va être intéressant, ça. Oui, ça va être très intéressant. Peut-être des fois aussi, tu vas essayer de communiquer avec eux, puis des fois, ça va être peut-être difficile, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas tout faire pour essayer de leur faire comprendre ce que tu veux leur dire. Ouais. Il y a aussi Alia Dionne, qui est juste à côté de moi. Bonjour Alia, ça va bien? Oui, vous? Oui. Donc, Alia, pour faire cet échange étudiant-là, là-bas, ça prend des sous. Hein? Oui. Oui. Donc, le billet d'avion est payé par Expérience Canada, mais aussi, ça prend des sous pour faire les activités là-bas, puis aussi manger, dormir, même si vous allez dormir dans les familles des étudiants. Là, ça prend des sous pour aller là-bas parce que vous êtes plusieurs étudiants. On est 44 étudiants au total. Là. 44 étudiants de secondaire 4. Avec les étudiants de là-bas. Là. Avec les étudiants de là-bas. Puis, qu'est-ce que tu t'attends le plus? Qu'est-ce que tu t'attends le plus là-bas? Améliorer ton anglais, oui, mais aussi découvrir les paysages, j'imagine? Oui, rencontrer les nouvelles personnes aussi, faire les activités, voir comment c'est différent là-bas.
Puis, est-ce qu'il y a des activités que vous organisez pour ramasser des sous? Oui, c'est sûr qu'on a fait le tour, genre on a fait des demandes de commandite, mais pour le reste de l'argent, on organise un souper spaghetti le 16 décembre. Durant le souper spaghetti, il y a une vente à l'encan, qu'on va vendre des objets, qu'on a eu des commandites aussi, pour récolter de l'argent, plus le souper spaghetti. Ensuite, il va y avoir un spectacle des élèves de l'échange, principalement des élèves de secondaire 4, musical, danse. Puis la date est à confirmer. Et il y a aussi un bingo le 10 janvier au Chevalier de Colomb. OK. Puis, est-ce que vous allez avoir une table pour essayer de vendre des billets? Oui, 2 et 3 décembre, on va être au centre d'achat pour vendre les billets de notre souper spaghetti. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance dans votre immersion anglaise. Merci beaucoup. Je suis sûre que vous allez revenir avec plein de souvenirs. Puis peut-être qu'on pourrait peut-être faire une entrevue pour revenir avec, ce que vous retenez de cette belle expérience-là. Oui, Est-ce que certainement. ça vous intéresse? Oui, Oui? Donc, on se donne rendez-vous, mettons, au mois d'avril. parfait. Au mois d'avril, on va aller se rencontrer puis on va essayer de faire un retour sur votre super belle immersion anglaise. Merci beaucoup. Parfait. Merci. C'était Véronique de TCBH. Vous avez sûrement eu la puce à l'oreille que l'école d'immersion française de Trois-Pistoles prendra une pause cette année. Le maire de Trois-Pistoles nous explique les raisons de cette pause. Pour assurer la continuité des programmes de l'École de langue française de Trois-Pistoles, celle-ci devra mettre une pause cette année. Pour en discuter, je suis en compagnie du maire de Trois-Pistoles. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu dans ce dossier-là? Pourquoi l'École de langue doit mettre une pause cette année? En fait, c'est un peu une surprise, la décision de l'Université Western qu'on a reçue. Ça fait suite aussi à une démarche que j'avais entreprise avec des partenaires financiers. En fait, on avait déjà commencé à chercher des solutions. On avait déjà fait un constat sur la difficulté de la reprise après la pandémie des activités de l'école de langue, dû au manque de familles, dû au manque de financement aussi, qui pouvait aider à accroître les contributions pour les familles et justement en attirer d'autres. Donc, le constat a été fait, on a essayé de chercher des solutions. C'est pas évident, évidemment, là, mais ensuite, à l'automne, fin de l'été, j'ai décidé de former un comité avec les partenaires financiers de l'école d'immersion, donc avec la SADC, la MRC, la municipalité Notre-Dame-des-Neiges, la Caisse et la ville de Trois-Pistoles. Donc, pour essayer d'avoir une démarche vraiment sérieuse pour encadrer la gestion de l'hébergement, parce qu'on a vraiment essayé d'étendre un peu la définition, puis que ce ne soit pas nécessairement juste les familles, compte tenu de la difficulté du recrutement des familles. Évidemment, c'est le noyau là, de l'école d'immersion, donc les familles, on les tassera pas, là, ça va rester quand même le cœur de l'école, mais on s'est dit que d'étendre l'hébergement en dehors des familles, ça allait pouvoir nous aider à justement avoir un peu plus d'étudiants, parce que le seuil minimum qui a été décrété par Western, le seuil de rentabilité, c'est 150 étudiants. La dernière session qu'on a eue, on était à 84, donc la marge d'écart est assez grande. Donc, ce qu'on a fait, j'ai formé ce comité-là, on a proposé à Western de former le comité, de pouvoir faire en sorte que ce comité-là gère une ressource, une coordination qui va s'occuper du maintien des familles puis du développement de l'hébergement. Donc, on attendait la réponse de Western à ce niveau-là, puis ce qu'on a reçu comme réponse, évidemment, c'est celle qu'on connaît tous, là, c'est la mise sur pause en 2024. Donc, j'ai parlé avec la vice-rectrice directement. La décision semblait s'être prise en très haut lieu à Western, ce qui est un peu encourageant et décourageant en même temps, parce qu'on se dit au moins c'est pris au sérieux par Western, sauf qu'en même temps, c'est pas la décision qu'on s'attendait. C'est décevant parce qu'il y aurait pu avoir d'autres alternatives pour le maintien, parce que c'est quand même plusieurs emplois qu'on perd. C'est toute une machine qu'on doit mettre sur pause, qui va être aussi difficile à reprendre que quand on est revenu de la pandémie, en fait. Donc, c'est ça qui va être difficile. C'est les inquiétudes que j'ai nommées aussi à la vice-rectrice quand je lui ai parlé. Donc, là, de se faire mettre une autre pause de plus parce qu'on a de la difficulté, je pense pas que c'était envisageable comme solution de notre part, en tout cas, là. Et puis, on était sur une progression aussi du nombre de familles. Ça faisait
déjà 2 ans qu'on était revenu de la pandémie, puis on avait une belle progression du nombre de familles. Est-ce que le problème est surtout lié au niveau de l'hébergement? C'est ça, c'est complètement lié au nombre de lits qu'on a à offrir, en fait, parce que je ne veux pas mettre ça sur la faute des familles nécessairement, mais le modèle de famille a changé. On a beaucoup de familles qui ont pris leur retraite, entre guillemets, là, de leur carrière de famille hôtesse pendant la pandémie. Il y en a qui se sont habitués aussi à avoir des vacances, c'est normal. Mais là, on doit repenser les choses différemment. C'est pour ça qu'on a décidé d'étendre, de au moins réfléchir à étendre l'hébergement en dehors des familles. On a pensé à plusieurs scénarios. Évidemment, on se fait parler du couvent tout le temps, mais on y a pensé. On a pensé à plusieurs choses. Il y a même 8 étudiants qui ont logé pour la dernière session au manoir, l'héritage, à la résidence de personnes âgées. Donc, ce modèle-là a marché pour les 8 étudiants. C'est sûr que c'était à petite échelle, mais ça a fonctionné. Donc, on voit qu'on est capable d'adapter ce modèle-là. Puis, je pense qu'il y aurait une demande aussi pour les étudiants. Tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui est confortable d'aller en famille hôtesse non plus. Donc, il y a un potentiel. Après ça, il faut simplement trouver la façon de le faire, puis avoir, évidemment, l'assentiment de l'Université Western. Parce que je pense que les anglophones qui viennent apprendre le français ici, ils s'intègrent quand même très bien au niveau de la population à Trois-Pistoles. Puis, il y a quand même aussi des activités d'organiser. J'ai connu des gens qui ont essayé l'année passée d'être famille hôtesse, puis ils ont adoré. Je suis certaine que les prochaines années, ils vont adhérer à ça aussi de nouveau. Parce qu'il faut rappeler aussi que c'est la plus vieille école du genre au Canada qui a été plantée depuis 1932. J'espère que ces activités-là, ils vont revenir parce qu'ils génèrent des retombées économiques importantes. Absolument. Les retombées économiques, ça a déjà été calculé dans le passé il y a de nombreuses années, puis déjà à ce moment-là, on comptait ça en millions. Ça n'a pas pu diminuer depuis, là. C'est sûr que c'était des sessions avec beaucoup plus d'étudiants, évidemment, là, que les 2 dernières qu'on a vécues. Mais oui, c'est des retombées économiques, évidemment, mais c'est des retombées sociales aussi. Tu sais, les gens, au printemps, ils sont excités. Ils ont hâte que les étudiants, les Anglais, comme on dit, là, tu sais, les étudiants arrivent, puis que ça dynamise le milieu, puis qu'on puisse les voir un peu partout, puis tu sais, ça amène aussi de l'entrain dans la communauté, puis c'est ça qui est le fun à voir, puis ça fait participer aussi tout le monde. Tu sais, les familles reçoivent des contributions, ils doivent s'occuper de quelqu'un, ils doivent le nourrir, donc tu sais, forcément, ils vont un petit peu plus consommer dans le milieu. Donc tu sais, c'est tout ça qu'il faut considérer, c'est tout ça qu'on perd, en fait, là, avec ça, mais on va se relever les manches, puis maintenant, il y a déjà une consultation prévue avec les familles hôtesses pour essayer de solidifier, voir la motivation des familles. On va consulter la population, évidemment, aussi prochainement. On a déjà une rencontre envisagée là, avec l'Université Western, avec le comité des partenaires, comme je disais, qui a été formé. Ça a été adressé là, par la vice-rectrice dans mes communications avec elle. Donc, on va profiter de ça pour avoir nos communications avec Western directement après les fêtes, pour voir comment on enligne les choses. Là, puis on va vraiment essayer de montrer à Western qu'on ne se laisserait pas faire, puis on va se battre pour notre école de langue. Bien, je fais le pari avec vous. En 2025, on pourrait avoir une entrevue ensemble pour annoncer qu'il va y avoir une école de langue. Pourquoi pas? J'ai déjà hâte. Moi aussi. Voici une entrevue réalisée par Zoom avec Mme Geneviève Deschaines de l'Appui. 4 capsules seront diffusées sur nos ondes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Appui. Eh bien, l'Appui, qu'est-ce que c'est? On va en discuter avec Mme Geneviève Deschaines. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, merci. Alors, l'Appui, qu'est-ce que c'est en quelques mots? L'Appui, en quelques mots, c'est un organisme à but non lucratif. C'est un partenaire national du gouvernement du Québec. Donc, l'Appui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes. De base, c'est sa mission générale, la mission globale. Et on va offrir des services directs aux personnes proches aidantes partout au Québec, aux personnes proches aidantes, pardon. Et on va soutenir le milieu communautaire puis d'économie sociale là, dans le but d'augmenter puis d'améliorer les mesures de soutien aux personnes proches aidantes. Quel est le rôle de l'Appui? En
fait, l'appui, c'est comme je vous ai dit, sa mission, en fait, c'est vraiment de donner les meilleurs services, d'aider à offrir les meilleurs services. Donc, on va soutenir la communauté d'une certaine façon en étant un bailleur de fonds de proximité. Donc, d'un côté, on va soutenir les organismes là, directement en finançant des projets par appel de projet. Donc, au Bas-Saint-Laurent, si je vous donne un exemple, on a 14 projets qui sont financés par l'appui. Donc, des projets de répit, des projets de soutien psychosocial aux personnes proches aidantes. Donc, on parle toujours d'améliorer la qualité de vie et les services qui sont offerts aux personnes proches aidantes. Donc, ça, c'est un des rôles de l'appui, celui de bailleur de fonds. On a celui de participer à la concertation en proche aidance. Donc, au Bas-Saint-Laurent, là, on a mis sur pied une concertation régionale. Donc, on a d'un côté les directions du CIS, du Bas-Saint-Laurent, les directions des organismes communautaires qui touchent la proche aidance, qui s'assoient ensemble. On a autour de tout ça plein de gens là, qui gravitent autour de cette concertation régionale-là. Donc, dans le but, encore là, d'améliorer les services et de faire avancer les travaux qui sont demandés par le plan d'action qui a été établi là, il y a quelques années. Un autre rôle, évidemment, c'est la sensibilisation. Donc, la sensibilisation des proches aidants, la sensibilisation aux organismes, la sensibilisation là, à la population générale, à la proche aidance. Qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant? Comment on se reconnaît comme étant proche aidant? Et un autre rôle, mais c'est l'offre de services directs que l'appui va offrir. C'est là qu'on va parler du département là, qu'on appelle Info Aidant. Donc, c'est là où on va offrir des formations aux personnes proches aidantes. C'est là où on va offrir aussi une ligne d'écoute, d'information, de référence. Donc, 7 jours sur 7, de 8h à 20h, c'est ouvert, la ligne. Je vais pouvoir vous donner le numéro de téléphone. C'est le service direct là, que l'appui offre aux personnes proches aidantes, mais aussi aux intervenants dans le réseau de la santé ou dans le réseau communautaire qui veulent de l'information, qui veulent une référence, en fait, là, dans le réseau communautaire là, vers où on va diriger le proche aidant. Comme vous l'avez dit tantôt, on ne devient pas proche aidant du jour au lendemain. Hein? C'est comme une situation soit familiale, puis il y a d'autres situations aussi qu'on peut devenir proche aidant. Pouvez-vous en nommer quelques-unes? Oui, absolument. La proche aidance a plusieurs visages. On avait tendance, il y a quelques années, à parler de proche aidance de personnes aînées. Donc, souvent, on avait en tête une personne âgée qui avait une maladie d'Alzheimer ou qui souffrait de troubles neurocognitifs. On sort de ça. Maintenant, le visage de la proche aidance est beaucoup plus élargi, beaucoup plus grand. On peut être proche aidant d'un enfant qu'on vient d'apprendre qui se situe quelque part dans le spectre de l'autisme. On peut être proche aidant d'un enfant polyhandicapé. On est proche aidant lorsqu'on accompagne quelqu'un dans sa vie qui a un trouble de santé mentale. Donc, on élargit vraiment le visage de la proche aidance. On peut l'être, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être un ami. Du moment où on a un lien affectif avec quelqu'un, ça peut être de l'ordre d'une heure par semaine, comme ça peut être du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est certain que ça inclut beaucoup de gens. Donc, en incluant tout ce beau monde-là, on va parler d'une personne sur 3 qui est personne proche aidante ou qui le sera éventuellement là, dans l'avenir. Puis là-dedans, il y en a probablement, possiblement 1 sur 3 aussi qui ne se reconnaissent pas comme étant des personnes proches aidantes. Donc souvent, on va dire, mais moi, je ne suis pas sa personne proche aidante, je suis sa mère. Donc, en étant sa mère, je ne suis pas une personne proche aidante, mais on est on est une personne proche aidante du moment où notre quotidien est chamboulé, en fait, par une situation qui sort un peu de la norme. C'est qu'à ce moment-là, on entre dans la grande définition de la personne proche aidante. J'ai une question pour vous. Si moi, du jour au lendemain, je deviens proche aidante parce que, bon, exemple, mon fils est très malade et je dois m'en occuper, donc mon quotidien est chamboulé, est-ce que vous offrez la possibilité d'accompagner les gens pour avoir des ressources financières? Bien, en fait, c'est sûr que pour tout ce qui touche les ressources financières, on va aller... il y a ce qui a trait au rapport d'impôt. On va aller chercher des crédits d'impôt. C'est pas nécessairement énorme. C'est certain que c'est avec des gens comme le CIS, vraiment dans le réseau de la santé, où on peut aller chercher du soutien avec des chèques emploi-service. Encore là, c'est pas mon domaine où j'excelle le plus, mais il reste qu'il y a des trucs qui existent, mais
qu'éventuellement, que ce soit travaillé dans le plan d'action, c'est discuté, c'est sur la table, que les proches aidants puissent éventuellement avoir une rémunération, mais je peux pas m'avancer plus que ça là-dessus parce que ça reste de l'ordre de la discussion pour l'instant, mais est-ce que comme personne proche aidante, on le souhaiterait, tu sais, parce que les proches aidants, ça pauvrit, ça c'est certain, du moment où on s'occupe de quelqu'un plusieurs heures par semaine, qu'on a à quitter notre travail, il y a des gens qui quittent complètement leur travail pour s'occuper de quelqu'un, c'est certain que c'est une réalité. Mais les mesures qui sont mises en place, c'est certain que ça ne correspond pas à la réalité, là, puis aux besoins, en fait, là, des gens, là, ça, c'est sûr. On a un petit peu parlé tout à l'heure, vous avez parlé du service Info Aidant que vous offrez. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien, le service Info Aidant, en fait, comme je vous disais, d'un côté, on offre des formations en ligne, donc aux personnes proches aidantes. Donc, on peut s'inscrire, si on va sur l'appui lappui.org sur le site Internet, vous allez pouvoir là, aller dans la section « Je suis un aidant », avoir de l'information par rapport à tout ça. Sinon, c'est une ligne d'info, d'information, référence et d'écoute. Donc, on est en début de parcours en proche aidance, on est un peu déboussolé, on vient de se reconnaître comme étant une personne proche aidante, notre vie a changé, on va être écouté, on va être référé dans les organismes qui existent. On ne sait pas où se diriger, mais on va appeler cette ligne-là. Il y a quelqu'un qui va être au bout du fil là, pour nous guider et nous diriger là, à travers ça, nous diriger vers les bons organismes qui existent dans notre région. Donc, c'est une ligne nationale. Mais les gens là, qui y répondent savent tout ce qui se passe partout dans chacune des régions du Québec. Je peux vous donner le numéro de téléphone, si vous le voulez. Oui. C'est le 1-855-852-7784. Puis je peux peut-être juste je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais je peux vous faire apparaître. Oui, on voit très bien. Là, oui, vous êtes une magicienne. La ligne Info Aidant. Ligne très, très importante. En fait, c'est un des seuls services directs avec les formations que l'appui offre. Sinon, c'est beaucoup du soutien à la communauté. Mais cette ligne-là, très importante, là, c'est éventuellement on veut parler avec quelqu'un. Aussi, bon, en terminant, j'aimerais parler des 4 capsules que nous avez fait parvenir, qu'on va présenter sur nos ondes éventuellement. C'est dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux proches aidants. Oui, exactement. Début novembre, il y avait la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Donc, cette année, le service des communications a mis en place une campagne qui s'appelle « Je suis là ». Donc, je suis là pour toi. Donc, c'est la personne proche aidante qui a conté son histoire et ce récit-là a été mis en image, en fait, par un illustrateur. Donc, c'est 4 histoires qui ont été mises en image par 4 illustrateurs québécois différents. Donc, vous allez les diffuser, les 4 capsules, mais on parle ici, là, on parle de l'histoire de Louis-Philippe Rivard, qui est le conjoint de Josée Boudreau, qui avait fait un AVC. On parle de Valérie Blais, qui est une comédienne québécoise qui a accompagné sa maman pendant longtemps. On parle de la fille du joueur de hockey Tania Bossy, le joueur de hockey Mike Bossy, donc qui parle de son histoire aussi, et Marie-Claude Sénécal, qui parle de son histoire comme proche aidante de sa fille. Donc, c'est 4 histoires avec 4 situations différentes qui sont mises en image et le proche aidant derrière là, va expliquer son histoire et son quotidien. Donc, ce sont 4 belles capsules vraiment très, très bien faites et très, très intéressantes à regarder. Oui, c'est intéressant. Puis en plus, c'est comme fait sous forme de bande dessinée. Exact. C'est très intéressant. Exact. Alors, exactement, je peux vous montrer juste le premier. Oui, allez-y. C'est un votre calendrier. En fait, on voit ici les quatre carrés là, qui représentent les 4 histoires. Donc, vous pouvez les trouver aussi sur le site Internet de l'appui si éventuellement vous manquez la diffusion que vous allez faire. Sur le site de l'appui, là, vous tapez « Je suis là », vous allez trouver la campagne là, qui a été une très belle campagne cette année, là, une belle fierté de ce côté-là. Hey, c'est intéressant votre organisme. Je vous remercie beaucoup. Vous étiez la conseillère en développement régional du Bas-Saint-Laurent. Vous êtes basée à Rimouski. Exactement. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Le spectacle Féerie des fêtes aura lieu à Saint-Jean-de-Dieu au sous-sol de l'église le dimanche 26 novembre prochain à 13h.
L'entrée est de 10 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Me voilà en compagnie de Mme Gisèle Leblond qui nous présente son spectacle à Saint-Jean-de-Dieu, Féerie de Noël. Des fêtes. Des fêtes, c'est plus beau, hein? Ben oui. C'est plus beau parce que c'est Noël et jour de l'an un peu, là. Mais pourquoi avez-vous décidé de confectionner ce spectacle? C'est un rêve que j'avais depuis plusieurs années. J'allais voir des shows de musique de Noël avec un couple d'amis à Québec. On est allé 3 à 4 fois. Puis toutes les fois que je sortais du show, je disais, un jour, à ma retraite, je vais en faire un. Mais je sais bien que ça sera pas grandiose comme Québécissime puis tout ça, là. Mais c'est ça. C'est un rêve. Puis là, ben j'ai trouvé des gens pour le faire avec moi, puis je les ai présenté ça, puis ils ont embarqué. Vous êtes toute une équipe derrière ce spectacle? Oui, bien moi, on a eu une subvention de Voisins solidaires, puis après ça, parce que je fais partie dans le comité des 50 ans et plus de Saint-Jean-de-Dieu, puis c'est ça, on a eu une subvention pour faire des activités, pour faire des rassemblements familiales et de tous les âges. Fait que ça a parti comme ça. J'étais capable d'avoir un peu de sous. On a redemandé. J'ai monté une belle équipe, là. On est plusieurs, on est 9. En majorité des filles, des amis. Fait que c'est beau. C'est bien parti, en tout cas. Quelle est l'histoire de votre spectacle? En gros, là. Je ne vais pas vous donner tous les détails, le punch, là, mais quelle est l'histoire de votre spectacle? C'est un gros décor qui va être au sol de l'église. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore Noël. Alors, tous les décors, puis il va y avoir des chants par des enfants de 11-12 ans. Il va y avoir des adultes qui vont chanter. Il va y avoir des figurants. Ça va être très... Bon, en tout cas, dans ma tête, c'est très beau, mais ça va être beau. Parce qu'on a travaillé beaucoup pour tout ça. Là. Ça fait combien de temps que vous préparez ce spectacle-là? Depuis mai que j'ai fait, on a fait, moi et Monique, la présidente des 50 ans et plus à Saint-Jean, on s'est trouvé des gens, puis c'est ça, on a fait une équipe, puis ça, depuis ce temps-là, mais à l'été, il se passait rien. J'avais des réservations de fête, mais l'été, il se passait... Bien, tout le monde est en vacances, fait qu'on a débuté à la fin d'août, puis là, depuis ce temps-là, on se voit tous les 15 jours, puis on s'appelle, puis ça va. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des costumes? C'est vous qui confectionnez les costumes? En partie. Oui, en partie. Je ne suis pas une couturière, de un. J'ai beaucoup d'imagination, mais je suis habile, mais pas en couture. Mais là, il y a une mamie d'une de mes petites filles qui va être dans le spectacle, qui me dit que sa grand-maman, elle savait coudre. Puis là, je suis allée avec elle s'appelle Monel. Monel, elle m'a fait ce que je voulais. Puis moi, je fais le reste. Elle me coupé, puis mais moi, il reste à décorer. Là. Mais je peux pas trop en dire parce que c'est pas énormément de costumes, là, mais c'est ça va être le fun. Qui va faire partie du spectacle? Est-ce que c'est des élèves du secondaire, des élèves du primaire? Il y a des élèves du secondaire, puis il y en a du primaire aussi qui vont chanter. J'ai 2 gars de Rivière-du-Loup qui viennent aussi. Puis j'ai Dani Gamache qui va chanter. Elle va chanter souvent dans les résidences pour les 50 ans et plus, là. Puis Dani, après ça, j'ai M. Michel La Jeunesse, qui est c'est un monsieur que j'ai connu en juin, puis il a une très belle voix, puis il est super sympathique, fait qu'il va être avec nous autres aussi. Fait que c'est ça, c'est rempli... C'est un peu de tous les âges. Oui, c'est de tous les âges, c'est sûr et certain. Les jeunes vont s'amuser, il va y avoir plein de choses pour les jeunes. Puis pour les plus âgés aussi. Puis on a 3 vidéos de fête aussi,
3 dames dans 80 et 95 et on a notre doyenne de 100 ans qui va faire un petit bout. On a fait un enregistrement. Fait que non, ça augure bien. Vous avez de tous les âges. Vous allez avoir une vidéo aussi que vous allez présenter de la musique, des chants. Oui. Ben, ça ressemble presque à Québec City. Un peu beaucoup, mais pas... Mais vous êtes inspiré de ça aussi au départ. Inspiré. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup d'inspiration dans le temps des fêtes, malgré que j'ai eu beaucoup d'affaires négatives qui s'est passées dans ma vie personnelle pour le temps des fêtes, mais c'est ça m'a pas fait haïr les fêtes. Je pense que ça m'a donné encore une poussée pour avancer plus. Fait que c'est ça, là. Moi, je suis dans... Je pense que je redeviens un enfant... à Noël. À Noël, oui. À quel endroit sont en vente vos billets? À quel endroit on peut s'en procurer? Auprès de nous autres, les filles, on a tous des billets. C'est sûr que c'est pas écrit sur notre invitation. À l'épicerie, il y en a, et au dépanneur, chez BMR, la pharmacie. J'en oublie peut-être. Au Gaz-Bar, je pense Danny Gamache en a aussi. Puis... c'est ça. Puis nous autres, moi, j'en ai. Ils peuvent m'appeler. Ils peuvent communiquer aussi avec le Club des 50 ans et plus. Oui, c'est ça. Saint-Jean-de-Dieu. Il y a beaucoup de... Oui, on est une bonne gang là-dedans, là. Fait que c'est ça, dans 50 ans et plus. Puis il y a Steve Lebel, que lui, il est président de... Je me souviens jamais. En tout cas, il travaille pour les Basques, pour les 50 ans et plus. Lui, il nous donne vraiment un bon coup de main. C'est un gars dynamique, puis on y va de l'avant avec lui. Je suis bien contente de l'avoir dans mon équipe, là, vraiment. C'est de quelle heure à quelle heure, votre spectacle? C'est dimanche, le 26 novembre, à partir d'1h. On voudrait commencer vraiment à 1h. Parce que y a des gens qui ont des fermes, puis tu sais, pour les enfants aussi qui vont être présents, puis les personnes du 3e âge aussi, on veut pas les fatiguer trop, fait que c'est ça. À 4 heures, on voudrait terminer. On a quand même 16-17 numéros. C'est bouclé, c'est rempli. On espère qu'on va avoir tout le temps pour ça, là, mais c'est Parce ça. que là, vous êtes en répétition, là, présentement, là. Non. On n'a pas répété encore parce que le décor n'est pas fait. En fin de semaine, on va avoir le sous-sol de l'église, puis on va commencer. Mais on va avoir juste une générale. J'ai parlé à tous mes chanteurs, puis ils se pratiquent eux autres, puis je leur fais confiance, là. C'est pour leur participation qui est importante, puis ils connaissent plus le chant que moi. Fait que c'est ça, ils vont... C'est eux autres qui s'arrangent avec ça, mais ils vont venir à la générale, puis la générale, elle va être le samedi 25 novembre. Seulement 10 $ le coût du billet? Oui. C'est pas cher? Non. Alors, on dit quoi? On dit gens de Saint-Jean-de-Dieu, des Basques et des alentours, venez faire un tour? Oui, ça va être une très belle après-midi. C'est quelle date déjà? 26 novembre. 26 novembre. Au sous-sol d'église de Saint-Jean-de-Dieu. La féerie des fêtes. C'était Véronique de TCBH. Voici les annonces de la semaine. Il y aura un marché de Noël à l'Île Verte du 25 au 26 novembre dès 10 h. Une soirée de pétanque à Saint-Clément tous les jeudis dès 19h30. Le Canab vous invite à l'initiation au patin sur glace de 13h à 14h à l'Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Fanny Bloom à la Forge à Bérubé le 24 novembre à 20h. Le souper chasse et pêche le 25 novembre dès 18h à l'école secondaire de Trois-Pistoles. C'était Véronique pour TCBH qui vous dit à la prochaine!